Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est accueilli par Julie, une super bonne amie, qui va vous présenter avec Guillaume un petit peu son élevage, un petit peu toutes ses bêtes. Donc on va faire un petit tour ensemble, voir tout ça. Et puis voilà, dans la simplicité comme d'habitude, en vous en découvrir ou pas pour certaines espèces qu'elle maintient. Pour ceux qui la connaissent pas encore, vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle a la page de son élevage, donc Julie Élevage. On vous mettra un petit encart juste devant. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait pas mal de bêtes, il y a des super belles photos, des bons partages d'expérience. Voilà, moi une personne que je suis beaucoup, avec laquelle je travaille et puis que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est parti les petits amis, on va vous montrer tout ça. Allez go. Il y a des trucs de ouf. En fait, l'écaille, elle est dégradée. Alors j'ai essayé de vous zoomer sans niquer l'obturation. T'as vu comment c'est joli vers la queue là, on dirait, ça fait comme sur une carpe koi quoi. On voit un peu là. De ouf en fait, hein. C'est joli. Hein. L'écaille en elle-même. On va passer sur l'Anchietae. L'Anchietae a un python de petite taille, hein. Là on en a vu des pythons de taille moyenne, etc. Là on reste vraiment sur de la petite taille, il y a plus petit. Mais plus petit ça va commencer à être rare. Je pense que l'antaresien, on va être sur des trucs vraiment. Le plus simple pour le décrire, c'est du maculosa, tu sais, vraiment des petits trucs. C'est de le comparer au Rhésus, voilà, en termes de gabarit. On va être sur vraiment du petit python, hein, donc terrariophilie, ce sur quoi les gens sont vraiment, c'est une taille que les gens aiment bien apprécier. C'est voilà. Et puis de toute façon la comparaison avec le Rhésus va se faire. Va s'arrêter là en fait. Sur le pattern. Va s'arrêter au gabarit en fait. Oh non, regarde, tu prends la tête, tu la peins avec un pattern de Rhésus et franchement. Mais moi rien que quand je vois l'écaille de ce serpent, je ne peux plus le comparer au Rhésus en fait. Ah oui non mais je suis d'accord, mais c'est comme ça que les espèces se créent, tu sais, elles sont isolées. La première base c'est qu'elles soient isolées. On est d'accord. Et après, forcément, elles se développent les unes après les autres. Mais ça n'empêche pas de faire les liens avant qu'ils s'isolent, qui venaient de la même famille. Ça c'est sûr. Moi, le lien avec le Rhésus, j'ai qu'à le regarder, il est évident. Il est évident. Je veux dire, regarde, filme-moi juste la tête. La tête ressemble à la tête d'un Rhésus, quoi. Donc, voilà, quoi. Pour moi, ils se sont différenciés il y a peu de temps, mais ils se sont réellement différenciés. Il n'y a pas de doute non plus que ce sont bien deux espèces différentes. Hein, mais effectivement, je pense que si les gens apprécient l'esthétique de la forme d'un Rhésus, je vois pas pourquoi ils n'apprécieraient pas un Anchietae. Hein. C'est vraiment... C'est juste moins trapu. Et la figure est complètement différente, ça fait des espèces de petites boules. En fait, comme ça vit dans les rochers, il faut qu'il puisse s'aplatir plus facilement et tout ça. Et du coup, l'écaillure n'est pas tout à fait la même. Ça c'est connu, effectivement. L'écaillure est connue pour être rugueuse, de manière à, effectivement, comme dit Julie, à présenter plus d'accroche entre deux strates de pierre. Hein. C'est vrai qu'ils se planquent, ils vivent dans des terrains rocailleux, et ils se gonflent, ils se mettent en boule dans une faille pour se bloquer dans la faille, pour rester, et que le prédateur ne puisse pas les extirper. Hein. Donc c'est vrai que l'écaillure est connue pour être très rugueuse. Je pensais un peu comme les carinata sur les Morelia, tu vois, qui sont connus aussi pour avoir une écaillure comme ça très très rugueuse. Et effectivement, si tu le regardes là en contre-jour, effectivement, je pense que tu peux l'avoir carrément à la caméra, ça se voit. Là sur l'angle là, je le vois énormément là. C'est vrai que comme tu dis, Juju, ça fait comme des petites boules. C'est vrai. Tout à fait. Toujours dit que ça avait une écaillure en boule comme ça. Donc là on est sur quoi? Sur un spécimen femelle? Une femelle de 2011 qui est certainement gestante. J'ai l'impression, c'est l'impression que donnent les pythons, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est sur le flanc en fait. Là c'est le ventre qu'on voit là dessous, donc le flanc est à la place d'un des côtés latéral. Donc c'est pas normal, hein. Ça devrait être un côté latéral et elle devrait être tournée. Donc forcément quand vous avez cette position assez typique, c'est qu'en fait il y a des œufs dedans, hein, c'est sûr. Ça me paraît pas. Après je connais pas spécialement l'espèce, mais ça me paraît suspect effectivement. C'est une pose typiquement. On dirait bien un python qui est en typiquement. Voilà quoi. Voilà donc. On retrouve les mêmes pits que sur un Rhésus, vraiment. Tout à fait. Rapidement, pareil sur le. Visuellement comme ça, vite fait. Après, je sais pas s'il y a le même nombre, si
Sur l'aire de répartition, donc peut-être souligner celui-ci. Eh bien, en anglais, ça s'appelle Angolan Python. Voilà. Donc, je te laisse deviner, c'est le python du Angola. C'est ça. C'est la seule, après, souvent en anglais, le nom veut pas tout dire, c'est la seule zone qu'ils ont de répartition, où ils vont en dehors de l'Angola. C'est ce qui a rendu en fait l'extraction et l'importation de cette espèce très très compliquée. C'est qu'en Angola, bon, on va vous passer un peu l'histoire du pays, mais c'est un pays qui était encore en guerre civile il y a très très peu d'années. C'est un pays qui dans les zones, un peu comme en Thaïlande avec la frontière du Cambodge, dans certaines zones forestières ou dans les zones en tout cas où on va trouver ces serpents-là, et ben c'est blindé de mines. Il y a de l'antipersonnel partout. Donc en fait, c'est concrètement, tu pars en sortie rafting pour aller choper 3 snakes, tu reviens avec 2 jambes en moins ou un bras en moins. Donc il y a très peu de gens qui ont pris le risque à l'époque et encore maintenant d'aller effectivement en capturer pour faire de l'exportation de white capture. Donc ceux que nous on arrive à avoir en général en captivité sont forcément issus d'un port. C'est même pas pour des raisons géopolitiques comme des guerres civiles, des machins, non, c'est vraiment parce qu'il y a des lignes sur le terrain. C'est au jour d'aujourd'hui en tout cas, c'est la difficulté encore première qui est rencontrée sur le terrain. Après c'est évident qu'il y a 10 ans en arrière, c'était la guerre qui était la préoccupation la plus importante. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ce qui rend très très compliqué leur export, c'est ça quoi. C'est vraiment la situation. Ce que je trouve moi vraiment beau, on voit qu'elle est gestante, donc à mon avis elle va pas hésiter à m'en plafonner. C'est les zones vraiment de noir marquées par rapport aux zones, vous voyez, la plus claire. Ces zones qui selon les souches peuvent être carrément très colorées jaune. Peut-être qu'elle l'est et peut-être que là elle a une robe spécifique due à la gestation. Non, elle est plus jaune que ça. Non, elle est classique comme d'habitude. C'est vraiment là, elle a sa couleur. Bon, il y a des spécimens, notamment je pense, j'avais vu ceux importés par Moog qui présentaient vraiment, c'est en dégradé. Hein, là ça reste assez foncé, mais par exemple là, vous voyez, ça serait dans le clair là, ça serait, on voit un peu de l'orange, ça serait vraiment jaune profond. Il y a vraiment des il y a 2 types. J'en ai vu aussi des traits gris, genre comme un Metcalfei. Tu vois cette espèce de gris qu'on les Moréliens à Metcalfei. Le gris bleu un peu là. Vraiment le gris. Donc il y a quand même plusieurs phénotypes qu'on trouve, que j'ai déjà vu dedans. Le côté vraiment très beau quand même, et comment les ocelles entourées de noir ressortent avec le fond plus clair. J'adore moi cette espèce. Ouais, c'est de toute façon très joli. Hein. Le dessin comme ça fait penser, sinon de loin, je sais pas, pour moi un molure ou un séba, la façon dont c'est, tu vois, un petit peu. Enfin, pas trop sur le dessus, sur les côtés, là, ça. Peu, voilà, là. Ça peut faire penser à un molure aussi. Cette petite partie là. Ouais. Ou un python de séba qui va être aussi en Afrique, mais qui n'aura rien à voir, hein. Qui bouffera de l'antilope. Donc là. Là on voit bien les fossettes thermosensibles. Si bien. Non, il n'a pas l'air de vouloir faire le point. C'est un python qui a un caractère à la base beaucoup plus tendu que le Réjus. Ouais. Ça n'hésite pas à mordre quand c'est petit. Et puis c'est vrai qu'en grandissant ça se calme un peu. Moi j'ai un couple qui est quand même très très cool. Ça n'a pas ce comportement de toute façon de se mettre en boule. Ça n'a pas ce comportement de défense inné, ça ne sait pas faire ça. Non. Donc ça a la réaction de tout autre ophidien dans le monde. Ça te mord, ça te nique. Ça se défend quoi. Hein, voilà, c'est vrai que les serpents comme ça qui ont évolué, et c'est merveilleux hein, ce type d'évolution. Comment aller chercher ça? Tiens, si je me mets en boule, le truc il va galérer à me bouffer, il va pas trop savoir quoi faire. Je pense à l'hétérodon nasicus qui fait le mort sur toi et qui fait la gueule ouverte comme ça et tout. Genre ça c'est bon aussi. Il y en a qui vont, comme on l'a vu, qui vont se déféquer dessus pour fin de la mort, et le fait que ça pue, ça fait penser à un corps moisi, tu vois. Donc, il y en a qui ont développé pas mal de. C'est vrai qu'à part ces quelques rares spécificités, un ophidien, quand il a peur, vous allez le toucher, il va vous mordre. Hein. C'est ce que va faire une. Ou en tout cas, il va faire ce petit mouvement de venir vers toi, faire une feinte. Ouais, au moins. Avec le soufflage et le coup de pression qui va bien. Quoi. Voilà quoi. Voilà, c'est vrai que c'est plus commun. Et donc, donc c'est vrai que ça a beau ressembler à un Réjus, non, c'est plus du tout la même bête, et ça a ses propres types, ses propres codes de communication. C'est ce que j'adore. Et quand ça veut dire barre-toi, ça te tape quoi en fait, hein, comme c'est ce que j'adore avec de base normal. Hein. L'Ankytae, c'est que justement t'as un petit peu ce côté d'un petit caractère. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, il te fera pas mal, hein, même s'il te mord. Voilà, tu vois.
Au Moi, moins. tu vois, je fais le contact comme ça pour les prévenir, et là, j'attends qu'ils me reconnaissent. Donc le contact, toujours il y a ce sursaut. Selon que c'est un boa constrictor, ou là où on a eu le soufflement en plus, j'ai pas ça sur mes boas, ça va pas jusqu'à souffler au contact un boa quand même, tu vois. Donc on a vu qu'il a eu très très peur, hein. Et il a eu extrêmement peur hein, pour souffler comme ça en réaction directe. Après, une fois qu'il sait qu'il a quelqu'un qui va l'emmerder, ce qui est bien là je l'ai eu tout seul en fait, c'est que j'ai réussi à passer dessous. C'est vraiment par là qu'il faut essayer d'y aller. Hein. Si vous pouvez l'amener par dessous, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que si vous le prenez par au-dessus, vous allez faire comme une serre d'oiseau, vous voyez, vous allez vraiment le serrer. En plus, tu es obligé de mettre de la pression. Donc il va vraiment se croire pris au piège d'une griffe, d'un truc qui veut le bouffer, quoi. Donc si tu peux passer dessous comme ça, après tu as vu dans son champ de vision devant sa bouche, t'évites de bouger, de faire le guignol, voilà quoi. Et puis ça se passe bien quoi. Puis tu prends le bordel quoi. En fait, il n'y a qu'un seul code hein, quand vous prenez un boïdé. Hein. Il faut qu'avec votre corps, vous essayez de dire au boïdé, je veux pas te bouffer. C'est ça hein, la communication qui se passe. Hein. Tu lui dis, je veux pas te bouffer, je vais pas te tuer, ça va bien se passer. Donc là, on voit une forme, moi je les ai plus connus sous ces couleurs-là, il est plus foncé que l'autre, hein, plus de contraste. Hein. Ça développe presque un espèce de... C'est légèrement orangé ce gris, t'as vu là sur les côtés, là comment ça jaunit un petit peu. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des souches des fois qui sont un peu jaunes, hein. Ils arrivent à développer un... Regarde sur les flancs là, tu vois, t'as un petit peu de jaune là. Il y a même des pitons qu'on pourrait presque confondre avec du Bradley tellement qu'ils sont rouges en fait. Ah oui, ouais. Oui, je veux bien le croire parce que le Bradley fait ça, oui. Ouais. La couleur est justement mélangée à du noir qui le... Bon, on confond du... Oui, non mais je vois ce que tu veux dire, il faut en vouloir quand même. Mais, oui. Donc là, en termes de taille, pour les gens... on est un peu comme on est sur du 2011, pareil, 2011. Un mâle de 2011, ouais. Donc un mâle c'est petit, hein, forcément, un petit mâle de 2011. Celui-là a eu pas mal de problèmes de santé, en fait, quand il défèque, il fait des prolapsus. Donc c'est pour ça que je le nourris avec de très petites proies. La petite proie pour éviter les prolapsus, voilà, oui c'est normal. Dans ces cas-là, il n'y a pas à hésiter hein, sur la santé du snake, hein, entre le fait qu'il n'atteigne pas sa taille prédisposée génétiquement et le fait qu'il ne claque pas dans prolapsus, le choix il est vite fait. Hein, c'est ça. Le choix est vite fait. Hein. Le dessous c'est comment? C'est un... Ah, le pattern, c'est marrant, c'est complètement effacé hein, sur le... T'as vu, l'écaille ventrale. Tu te rappelles, je te parlais de ménique la dernière fois. Je te disais à quel point ils étaient hyperboricoles, car je te disais que cette écaille-là ventrale, je te disais, elle allait de là jusqu'à là. Elle faisait tout le ventre, toute la surface qui s'appuie sur la terre. Et là, t'as vu une espèce terrestre, comme je te l'avais dit. Là, t'as l'écaille ventrale. Donc mon boa du Nicaragua s'arrêtait là hein, sur sa surface, voilà, et après c'était les côtés. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres écailles. C'est typique d'une espèce terrestre, en fait. On voit vraiment bien la différence là. Hein. On voit une espèce terrestre, ça a l'écaille ventrale centrale, plus d'autres écailles. Hein, parce que c'est vraiment ces écailles, comme je les ai expliqué, qui peuvent se soulever les unes après les autres, comme des petits volets comme ça, et venir s'agripper dans les branches, dans n'importe quelle aspérité, pour tenir à la verticale par exemple. Hein. Et donc forcément, il faut qu'elle soit surdéveloppée, il faut qu'elle fasse toute la surface d'appui du ventre sur une espèce arboricole, alors que sur une espèce terrestre, vous voyez comme c'est totalement différent. Son écaille ventrale là ne fait même pas 50% de sa surface du ventre, hein. T'as vu? Oui. Même pas, hein. Complètement. Donc vraiment un petit python des roches. Là forcément je l'ai en main, je sens bien les caillures, comme disait Julie, très comme des petites boules. Hein. C'est vrai que c'est très. C'est vraiment cette sensation en main, t'as vu hein. Ouais. Vraiment l'impression d'avoir des petites boules qui te passent sous les doigts. C'est marrant pour un ophidien, t'as plus l'impression de palper un saurien. Tu vois, tout à fait. Tout à fait. C'est assez j'exagère le trait, mais ça fait. Enfin, tu vois l'éloderme. Ouais. L'éloderme. Ah oui, c'est exagéré en termes de proportionnalité, je dirais. Mais ça ressemble, on est bien dans de l'écaille ronde un peu comme ça. On voit là le cloaque. Vous voyez comment c'est boudin, là ça arrive quand même super large. La queue n'est pas très arboricole. Tu vois, il arrive à se prendre en sécurité, il arrive à faire un love autour, quoi, tu vois, de mon doigt. T'as vu?
peut quand même s'en servir en préhensile, hein, regarde. Hein. Ouais, tout à fait. Je suis pas sûr qu'il arriverait à se tenir complètement. Ouais, tu vois, disons qu'il s'en sert d'appui. C'est ça. Pour aller chercher une autre branche avec l'avant. C'est ça. Hop, et puis il s'en sert de filin de sûreté, mais tout de suite il lui faut un autre appui. C'est ça. Ouais. Il est pas à l'aise grâce à ça. Hein. Superbe espèce. Hein. Des ergots très développés hein, là, sur un mâle. J'ai pas regardé la femelle, mais en même temps elle est graphite, donc voilà. Mais là sur le mâle, on a des ergots très très développés. Hein. C'est de beaux petits ergots. Rien à dire, c'est de la griffe. Une espèce avec un petit caractère. Vous avez vu le caractère, c'est-à-dire que juste, il va falloir apprendre à faire gaffe quand tu y mets tes papates. À y aller doucement. Voilà. Ça. Quand tu mets tes papates près de la gueule, tu fais attention. C'est un concept de base normalement, hein. C'est normal quoi. Sinon il te mord. Mais oui, sinon il te mord. Enfin, c'est d'une évidence. C'est tellement évident quoi. Je sais pas, non mais les gens se prennent des espèces sauvages. Le nombre d'abandons que je vois. De gens qui mettent plus la main, qui les délaissent, qui n'osent plus les nourrir, qui n'osent plus aller le chercher le caca, parce que machin, parce que truc, parce que parce qu'ils souffrent. Excusez-moi, et moi c'est sur mon espèce, quand t'as acheté un boa constrictor et que tu t'es pas imaginé que ça allait te mordre, ça me dépasse moi quelque part quand même, tu vois, parce que... Mais un serpent tout court, moi j'ai envie de te dire, hein, en dehors de boa... Moi dans toute l'année, sur le nombre que j'en ai, je me fais jamais mordre. Il y a moyen de développer je sais pas, ce ressenti qui fait que tu te fais plus mordre. Le but n'est pas de se faire mordre. T'achètes pas ça pour te faire mordre. Il n'y a aucun plaisir à se faire mordre. Non, mais ça déjà, avant d'en arriver là. Mais voilà, parce qu'avant d'arriver au fait de pouvoir les désensibiliser ou autre, il faut du temps, de la patience, du travail. Et t'auras appris par des morsures. Et de l'adaptabilité. Et t'auras appris par des morsures. Voilà. T'auras appris à lire le snake, à savoir quand est-ce qu'il faut s'étendre en t'en prenant. C'est obligé. Ça va être un passage obligé quand même. Hein. Bon, en tout cas. Super sympa, moi j'adore cette espèce. Une espèce vraiment qui était extrêmement rare, hein, et donc tu l'as expliqué un petit peu Mike, mais du coup qui en terrario est resté rare pendant des années, du coup coûtait extrêmement cher. Quand on voit son très proche cousin, le Python Regius, c'est un classique en bourse maintenant, c'est tellement... Ça existe même plus, je crois. Connu, quoi, donc oui, remarque, il va forcément avec quadruplette à quelque chose, je crois que ça existe même plus. Mais ça serait genre 15 balles, quoi. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça atteignait encore des sommes assez... plus rondelettes, hein, des centaines d'euros. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été nés en NC ces dernières années. Donc on a tout le potentiel génétique qu'il faut et de qualité qui va se reproduire plus facilement pour qu'il y en ait de plus en plus ouais, tout à fait. Dans le futur. Ça serait bien que ça remplace en petite partie pas mal de spécimens Regius qui sont achetés et surachetés. Hein. On est un peu dans le même type de boïdé, je trouve. Et c'est sympa quand même. Puis ça changerait un petit peu la diversité de ce qu'on trouve sur les bourses. Les bourses françaises, oui. Oh, bah même à l'étranger. On en trouve beaucoup aussi à l'étranger. Toi, tu as déjà tenté de reproduire cette espèce? Bah en fait, c'est la 3e année que j'essaie. Ah, tu vois, je me suis pas planté, J'ai suivi. Elle le sait que je les suis, ces orchidées. En fait, ils étaient en terrarium avant. Ouais. Et bon, par un manque de place, parce que je vais bientôt déménager, en fait, je les ai mis en rack. Ouais. Et c'est là que la femelle un mois après l'avoir mis en rack, la femelle a ovulé. C'est ouf, hein. Alors que ça faisait 3 ans. Pas tant que ça. Ah non, parce que ça se rapproche. Voilà, ça se rapproche. Peut-être qu'en le mettant en rack, elle a retrouvé... Elle s'est sentie plus à l'aise. Exactement, elle s'est retrouvée comme sous une roche. Peut-être qu'elle s'est retrouvée comme sous une strate de roche et qu'elle s'est dit tiens, c'est à cet endroit-là du biotope qu'on va pour se reproduire à cette époque-là de l'année. C'est peut-être tombé pile poil avec une baisse de pression, tu vois. Et le fait d'être caché comme ça dessous... Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen et tout est possible. Carrément, tout est possible. Tout est possible. On le dit quand on n'y arrive pas, c'est une des premières techniques. Quand tu n'y arrives pas à reproduire, on le dit de changer quelque chose, de changer le setup. Vous n'avez pas de branches, mettez des branches. T'en as une, mets-en 15. Rajoute des lianes, je sais pas, change, renverse le point d'eau, n'importe quoi. Il faut essayer de créer une dynamique, hein, de créer quelque chose, voir ce qui se passe. Bah, de stimuler tout simplement. Voilà, t'as rien à perdre, de toute façon, t'y arrives pas. Proposer. De toute façon, à un moment, quand t'y arrives pas, en plus, voilà, il faut autant tenter quelque chose, quoi. Et maintes et maintes fois, on a découvert ça, enfin, les pionniers ont découvert ça, parce que maintenant, on le sait, quoi. Hein. Il faut tenter quelque chose. Changer. Tu les as mis en rack, c'est parti. Bah ouais. Très bien, très bien. Très belle espèce. Comme d'hab,
En espérant que la visite vous ait plu. Merci Juju de nous avoir accueillis. Bah, je vous en prie. Et puis bon, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut.